Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Raphaël Grossi, c'est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est en duplex avec nous depuis Vienne. Merci beaucoup, monsieur Grossi. Merci, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, monsieur Grossi, est-ce que les armes nucléaires russes ont été mises en danger par les événements de la semaine dernière en Russie? On sait que la colonne des paramilitaires de Wagner est passée notamment par la ville de Voronezh, où est situé un des 12 principaux lieux de stockage des armes nucléaires. Est-ce que vous avez eu peur et est-ce que plus largement, vous êtes rassuré quant à la sûreté des installations et de la chaîne de commandement nucléaire russe? Des choses très importantes et peut-être liées, mais pas directement. Nous, vous savez, et ma première préoccupation depuis les débuts de la guerre, en fait, a été la protection de la centrale des Zaporizhzhia. Là, la situation ne s'est pas améliorée. Évidemment, avec la contre-offensive et l'augmentation des activités militaires sur la ligne de front, les dangers sur la centrale augmentent. J'étais là-bas et en plus, on a dû malheureusement ajouter le désastre et la destruction du barrage de Novakharkovka qui a altéré, si vous voulez, l'équilibre de la fonction de refroidissement, vu la réduction assez claire des niveaux de l'eau dans la rivière, dans la Dnieper, qui passe à côté de la centrale et de laquelle on tirait de l'eau pour refroidir les réacteurs. Donc tout ça, je dirais, s'est mis ensemble dans une espèce de convergence malheureuse d'événements qui fragilisent la situation de la centrale. Nos équipes sont toujours là. On est en train d'observer la situation évoluer. Le reste, c'est un peu dans la logique du conflit. Et là, l'AUA a moins à dire. Alors, je veux en revenir quand même à la centrale de Zaporizhzhia, parce que le 22 juin, donc il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que, selon ses renseignements, la Russie a fait tous les préparatifs pour une attaque contre la centrale. Son chef des renseignements militaires est allé plus loin dans les précisions. Il a affirmé cette semaine que les troupes russes avaient déplacé des véhicules chargés d'explosifs autour de 4 des 6 réacteurs de la centrale et que le bassin de refroidissement de la centrale avait été miné par les troupes russes. Vous avez une présence sur place. Est-ce que ces informations sont véridiques? Est-ce que vous avez eu la preuve que ces préparatifs, en effet, ont eu lieu? En fait, nos équipes sont là et je ne sais pas, je ne connais pas le rapport que vous citez, mais je peux vous dire que il n'existe pas un déploiement militaire je dirais, d'une telle dimension. Nos équipes ne le voient pas. On l'a dit dans nos mises à jour, dans nos rapports presque quotidiens sur la situation dans la centrale. On a su et on a eu des informations des opérations de minage dans les périmètres extérieurs de la centrale, et ce qui va évidemment à l'encontre des mesures normales des sécurités et des sûretés nucléaires en temps de paix. Et nous l'avons signalé. Mais je dois dire que si on parle là, et je répète, je ne connais pas exactement les documents que vous citez, mais je peux dire qu'il n'y a pas de déploiement majeur à l'intérieur de la centrale ou dans l'enceinte de la centrale qui pourrait confirmer ça. Ceci dit, on est très alerte. On observe, surtout depuis ma présentation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques semaines, où j'ai énoncé les principes de base qui doivent être respectés et les choses qui doivent être évitées pour ne pas avoir un accident nucléaire. Et évidemment, l'installation d'explosifs et les minages des systèmes de la centrale, évidemment, va à l'encontre de ça. Mais ce n'est pas ça qu'on a vu, en tout cas pour l'instant.
D'accord, donc les avertissements ukrainiens, y compris du président, sur un possible nouveau Tchernobyl, cette fois causé par une attaque, pour vous, pour le moment, vous ne le constatez pas sur le terrain, on est bien d'accord? Pour l'instant, mais je reste prudent parce que vous l'avez cité, on parle de plans, on parle de projets, et nous, on n'est pas une agence d'intelligence, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas à quel niveau d'information on se réfère. Et moi, je ne peux pas spéculer, je n'ai pas les luxes de pouvoir spéculer là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en alerte. Nos inspecteurs, nos experts sont là. Et évidemment, si on voit quoi que ce soit dans cette direction-là, on l'informera évidemment tout de suite. Alors, ce que vous avez essayé de faire, hélas, ça n'a pas marché, c'est une zone démilitarisée autour de cette centrale. Elle est occupée par les Russes. Il y a des combats, comme vous le dites, qui se rapprochent. C'est dorénavant impensable d'avoir une zone démilitarisée. Non, c'est pas, je dirais, Monsieur Perelman, c'est pas impensable. C'est-à-dire qu'on doit adapter nos approches et nos propositions aux réalités. Je peux désirer, je peux penser que c'était l'idéal. On avait commencé et on avait discuté, je crois, avec vous à propos de ça, dans un processus de négociation avec la Russie, avec l'Ukraine, sur la possibilité d'établir une zone de protection. Évidemment, à partir du moment où les activités militaires se multiplient, à partir du moment où on parle contre-offensive, évidemment, aucun chef militaire acceptera de dire qu'il y a des espaces périmétrales, territoriales, où ils n'ont pas accès. Donc c'est pour ça qu'on a changé l'approche et on a parlé plutôt des actions qui doivent être évitées. Attaquer la centrale, militariser la centrale, etc. Et c'est là, je crois, sur cela, j'ai eu un appui assez important, et y compris, je crois, de la Russie et de l'Ukraine. Mais la situation est très fragile. On parle d'une guerre et des combats actifs en ce moment. Donc, il faut rester vigilant sans cesse, 24 heures sur 24, et voir comment les choses évoluent. Alors, je vais en venir rapidement au dossier iranien. Selon votre dernier rapport, le stock d'uranium enrichi par l'Iran a augmenté de plus d'un quart en 3 mois. Or, il y a 3 mois, au mois de mars, vous étiez mis d'accord, l'AIEA et l'Iran, pour de nouvelles mesures de vérification, de contrôle. Visiblement, ça ne marche pas. Ça marche très lentement. Et moi, je l'ai dit, et dans mes conversations et dans mes consultations avec mes collègues iraniens, nous espérons beaucoup plus. Après cet accord que j'ai eu le 4 mars à Téhéran. À cette époque-là, il faut le rappeler, moi, ce que j'avais accordé avec les autorités iraniennes, je rencontrais les présidents de la République et d'autres hauts fonctionnaires, les ministres des Affaires étrangères, etc. Donc on s'est dit, primo, il faut collaborer pour clarifier des choses que l'Iran doit clarifier justement et qui doit informer à propos des sites en Iran où l'agence a trouvé des traces d'uranium. Et on ne devrait pas avoir vu ou trouvé des traces d'uranium. Et ensuite, on s'est accordé pour dire que l'Iran accepterait des mesures additionnelles des vérifications et des monitorages. Et là, on a avancé d'une manière très, très fragmentaire et très, très, je dirais, limitée. Et c'est ça ce qu'on est en train de discuter. Je pense que pendant l'été, on va continuer dans ces processus-là. Pendant que ça se passe, vous dites, comme vous le dites bien, les stocks d'uranium enrichi à 60, à 20% et à 5% augmentent. Et augmente toujours. Donc, on a passé plusieurs lignes déjà que auparavant étaient considérées comme des zones à ne pas franchir, mais c'est le cas. Et on voit aussi que dans les négociations entre les pays de l'accord, ceci dit, les nommés JCPOA, se sont, je dirais, arrêtés. On parle d'autres processus négociateurs, des accords bilatéraux, etc. Vous y croyez? Moi, je pense que
tout accord est mieux que l'absence d'un accord, et que toute mesure pour essayer de donner la confiance qui n'existe pas est positive. La seule chose, c'est que je crois qu'il faut être clair à propos de la discussion. Qu'est-ce qui est en train d'être discuté? Pour nous, à l'agence, c'est absolument capital d'avoir une clarté. S'il y a un processus parallèle, bon, c'est quoi, en quoi ça consiste? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'inspectorat international, pour aider à prouver que ces accords ne sont pas que des papiers et qu'il y a vraiment du vrai derrière. Raphaël Grossi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis le siège de votre agence onusienne à Vienne. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.